toi! Allô! Je me présente, je m'appelle Catherine. Et moi, Marie-Pierre. On est les deux infirmières de chez Forma Santé. Oui. Et aujourd'hui, on va te parler d'un sujet là, qui est un peu plus rock'n'roll. On s'en va dans le Red Hot Chili Pepper au niveau gastronomique. Là. On va parler de plus du cancer du sein. On va parler de physiopathologie au niveau cellulaire. On s'en va dans des affaires qui sont un peu plus complexes. Mais on va essayer de rendre ça quand même short and sweet, super digestif. Exactement. Puis, fait qu'on t'invite à prendre ton Malox, prends tes Tums, puis on va y aller par là, tu vas voir, tu vas tout comprendre, ça va être simple comme bonjour. Et voilà. En fait, moi et Catherine, pourquoi on a choisi de parler du cancer du sein pour cette semaine thématique chez Forma Santé, c'est parce que le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation. C'est ça, merci Catherine. Et non, je n'ai pas pris d'alcool, ce n'est que du café. Oui. Du cancer du sein. Oui. Bref, donc c'est pour ça qu'on voulait choisir ce sujet-là. On en entend beaucoup parler aussi. Les formations, il n'y en a pas tellement au niveau de ce sujet-là. Puis, on trouvait intéressant d'approfondir les connaissances, puis comment faire justement pour intervenir auprès des personnes avec le cancer du sein. Oui, en effet. Et maintenant, je vais vous parler du cancer un peu de base. Tu sais, le cancer, c'est un terme vraiment qui est général pour distinguer plusieurs maladies, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, en fait, pour qu'un cancer se développe? Moi, je te résume ça super simple, là. C'est une mutation cellulaire qui se fait. C'est une cellule qui, au niveau de sa réplication cellulaire, au niveau de son cycle cellulaire, qui devient endommagée et qui a le choix de passer par trois phases, soit la mort, soit la cellule s'auto-détruit, soit la cellule, elle va se réparer, ce qui est quand même peu fréquent. La majorité du temps, elle va s'auto-détruire quand il y a une anormalité. Mais sinon, dans le pire des cas, elle va conserver son anomalie, en fait. C'est là que la cellule devient plus dangereuse, là, elle peut devenir invasive et causer des métastases ou des tumeurs, là, en termes généraux. Quand la cellule meurt, c'est ça qu'on appelle l'apoptose? Quand elle se détruit elle-même, OK. Exact, l'apoptose cellulaire. Fait que c'est ça, c'est une cellule qui est endommagée par des facteurs que Marie-Pierre va vous expliquer tout à l'heure. Mais c'est vraiment au niveau de la réplication, là, elle s'endommage et quand elle fait ses cellules filles, elle transmet cette anomalie-là. Et là, il y a une réplication qui devient anarchique et incontrôlable des cellules. Il y a une partie de notre corps qui est bien fait, là, qui va aller contrer là, ces cellules-là qui sont anormales, qui vont aller les détruire. Mais il y en a certaines que, de par leur mutation, ils vont comme aller englober, ils vont aller inactiver les cellules qui sont responsables de tuer les cellules anormales. Donc, c'est là que la cellule vient avoir plein territoire là, sur l'organe qu'elle décide de devenir hôte, qu'elle prend pour hôte, en fait. Fait que, grosso modo, c'est ça. Ça part vraiment d'une erreur de transcription au niveau de l'ADN, de l'ARN. Puis, à la suite de quoi, ben, ça fait qu'il y a plusieurs cellules qui sont anormales et qu'ils se regroupent en paquet, puis c'est ça qui crée la tumeur. Là, c'est expliqué super simpliste, là. Si tu veux plus d'informations, plus de détails, va sur notre blog sur Forma Santé, notre site internet, tu vas avoir tous les détails avec les phases. Je t'ai pas parlé du cycle cellulaire au complet. Fait que si tu veux les phases, je te l'ai même mis avec un petit dessin. Ouais, un petit dessin, j'ai mis un schéma. Je te l'ai expliqué, vulgarisé aussi, là, en mettant une petite anecdote d'un ado qui rencontre une petite madame. Puis en tout cas, je t'ai mis ça cute, tu vas voir. Ça va à peine. Oui, ça va à peine. Fait que c'est ça qui se passe. Tu as les stades 1. Le stade 1, en fait, c'est la mutation en elle-même. Cette mutation-là fait référence à ce que je t'ai parlé là, plus tôt. Puis ensuite, le stade 2, là, c'est plus les réplications d'une prolifération de la cellule anormale. C'est encore réversible rendu à ce stade-là, mais quand on atteint vraiment le stade 3, c'est que la cellule évolue vraiment vers une masse, puis là, ça devient pathologique.
ça l'a envahi le système au complet. Parfois, ça l'a touché le système lymphatique, fait que c'est rendu à peu près systémique. Donc, on se ramasse avec quelque chose qui est irréversible à ce moment-là. Donc, pour ce qui est de la transcription cellulaire et de l'anomalité cellulaire en termes de cancer, comme je te dis, c'est résumé super simpliste, mais je pense que ça résume. La base, oui. Ouais, je pense que ça résume vraiment. Puis, je vais vous laisser, Marie-Pierre, vous parler de notre sujet qu'on a choisi ce mois-ci, le cancer du sein. Et voilà, c'est tout pour moi. Parfait. Je te C'est passe le tout, sabot. mais c'est très bien expliqué, la belle Catherine. En fait, là, ce que je vais vous expliquer, c'est le cancer du sein. En fait, oui, excusez, il y a un petit problème technique de caméra. Donc, en fait, il y a plusieurs facteurs de risque. Il y en a qui sont, comme on a déjà appris, modifiables et non modifiables. Au niveau des non modifiables, il y a une grande corrélation avec la génétique. En fait, s'il y a déjà eu de façon, comment je pourrais dire, globale, si tu as déjà eu du cancer dans ta famille, tu es plus à risque d'avoir un cancer X. Mais en plus, si tu as déjà des cancers du sein chez les femmes dans ta famille, ben, tu es plus à risque d'avoir le cancer du sein. Puis il y a même des cancers du sein chez les hommes. Fait que, oui. Si tu en as eu. Ben, ça, c'est vrai, puis on n'en parle pas souvent, mais il y en a. C'est beaucoup moins que chez les femmes, mais c'est quand même là. Je pense qu'il y avait des statistiques, là, il y avait 200 quelques hommes qui étaient atteints là, par année en 2017, donc ça se peut. Oui. Les facteurs de risque sont modifiables. C'est un peu des facteurs de risque pour plusieurs maladies, en fait, puis pour plusieurs cancers, le tabagisme, la sédentarité, les mauvaises habitudes alimentaires. Donc, il y a ça aussi qui vient jouer, l'obésité, puis la consommation accrue d'alcool également. Il y a aussi le côté hormonal qui vient jouer dans ce type de cancer-là, soit l'estrogène et la progestérone, qui agissent comme un promoteur de la tumeur, puis un stimulateur de la croissance des cellules qui sont malignes. C'est pour aussi cette raison-là, une chose que tu es là, pour ces raisons-là que les hommes en ont moins, mais quand même, il y en a. Comme les femmes ont de la testostérone, mais en partie moins. Donc, le cancer du sein, c'est plus au niveau, si on parle au niveau de l'anatomie, ça va plus au niveau des lobules, puis du canal, au niveau du sein, puisque ça va atteindre, puisque les tumeurs vont s'installer. Encore une fois, là, il y a l'image dans le blog. Oui, exactement. Là, c'est ça, là, vous n'avez pas d'image, mais si vous voulez aller voir, il y a l'image. C'est plus, mettons qu'on a le sein comme ça, c'est plus la partie du haut, là, puis le canal vers le mamelon, là, les petits lobules. Là, donc, vous pourrez aller voir sur le blog. Pour le cancer, on parle il peut y avoir deux types, non-infiltrant ou infiltrant. Le non-infiltrant, ça veut dire qu'il reste statique ou l'endroit où il a commencé à prendre forme. Ce type-là reste environ 22% de tous les cancers du sein qui sont diagnostiqués. Ça englobe les carcinomes canalaires, les carcinomes lobulaires. Ça ne veut pas dire que ces types de cancers-là ne peuvent pas transiter vers le deuxième type. En fait, l'absence de traitement, surtout ceux-là canalaires, il pourrait évoluer vers un cancer infiltrant. Donc, c'est pas parce qu'il est non infiltrant qu'il ne peut pas devenir infiltrant. Là, on parle d'infiltrant, c'est-à-dire qu'il traverse la paroi du canal pour aller se loger à d'autres endroits dans le sein. Facile à retenir, le nom dit, il s'infiltre. Là. Exactement. Il se promène. Exactement. Souvent, le médecin va établir un niveau de risque aussi d'avoir des récidives du cancer en se basant, mettons que tu as déjà eu le cancer, tu as été traité, en se basant sur les facteurs, soit la taille de la masse, la grade de la tumeur, le statut des récepteurs hormonaux estrogène et la progestérone. Il y a aussi le statut des récepteurs ER2 qu'on n'a pas parlé, mais qu'on a parlé dans l'article si tu veux aller lire. La propagation du cancer vers les ganglions lymphatiques, s'il y en a ou pas. Puis l'envahissement du cancer vers les vaisseaux lymphatiques, comme qu'on parlait tantôt, sanguins ou autres. En fait, il y a aussi, dans les facteurs de risque, il y a l'âge. Souvent, la période la plus critique, c'est entre 50 et 69 ans.
Et puis, c'est à ce moment-là qu'il est important pour faire du dépistage précoce, de faire des mammographies aux 2 ans. C'est comme cette période-là qui est vraiment accrue. 40 à 50 ans, il faut quand même en faire, mais l'importance d'en faire va plus aller avec tes antécédents au niveau de ta famille, puis etc. Puis après aussi, dépasser 69 ans, ça va dépendre aussi des facteurs de risque. Mais retenons qu'entre 50 et 69 ans, c'est vraiment important de faire des dépistages précoces de mammographie aux 2 ans. Mm-hmm. Il y a aussi comme dépistage précoce la palpation des seins pour voir si on peut palper des tumeurs, des masses, des bosses qui peuvent sembler anormales. L'autopalpation, on lève le bras, puis on est dans la douche, puis on fait le tour de l'auréole. Vous avez vu l'image? Oui. Mais ça explique quand même bien l'autopalpation. Oui, c'est ça. Pas paniquer tout de suite, c'est pas parce que tu as une bosse que là tu as le cancer. Mais quand même, c'est important d'aller investiguer puis de prendre rendez-vous avec ton médecin pour aller voir. Un petit hint comme ça, souvent la bosse, elle va être pas elle sera pas malléable, elle se déplacera pas en dessous de la peau. Puis souvent elle est indolore. Fait que mettons si c'est un kiss, souvent il est douloureux, le kiss, là, il est pas agréable. On a une sensation quand même. Mais vraiment la masse, c'est indolore, puis c'est vraiment statique. Puis elle a une forme un peu plus anormale là, comme masse, là, en fait. Là. C'est pas un beau petit rond là, parfait. Comme une balle de golf. Ouais, ça peut arriver, mais généralement, c'est plus souvent un kiss. Puis quand c'est tout parfait puis que c'est plus sensible. Puis il y a quand même une partie qui est importante de le nommer. Il peut y avoir des écoulements aussi au niveau. Oui. Quand tes canaux sont atteints, là, tu peux avoir un écoulement au niveau du mamelon qui peut être un bon indice là, si tu n'as pas de montée laiteuse ou si tu n'as pas de facteur XY qui fait que tu as du liquide dans cet endroit-là. Là. Fait que ça peut être un bon hint. Puis la palpation, ben, c'est pas obligé d'être désagréable non plus. Là, on peut confier la job à notre partenaire. Là, oui, exactement. S'il veut se dévouer à ton bien-être, c'est ça. Il peut faire ça. Il ou elle peuvent faire ça agréablement. Oui, rendre l'utile à l'agréable, comme ils disent. Exactement, comme ils disent. Comme ils disent. Donc, si on te résume ça, le cancer, ça peut être causé comme une multitude de facteurs cancérigènes qu'on a parlé tantôt, qui ressemblent un peu à tous les facteurs de risque, là, sédentarité, exercice physique, c'est la même affaire, la mauvaise alimentation et tout, qui provoquent des erreurs au niveau de la transcription cellulaire, comme Catherine parlait. Ce qui veut dire que la cellule touchée, elle se divise en transmettant l'anormalité à ses cellules filles, ce qui n'est pas supposé être fait en fait, parce que d'habitude, la cellule est supposée de faire de l'apoptose, elle est supposée de se détruire automatiquement. Suicide, là, exactement. Fait que, ou de se réparer. Fait que, normalement. Mais c'est quand qu'elle se répare pas, comme je nommais, que là, on augmente les risques de développer une tumeur puis d'avoir des métastases là, un peu partout. C'est sûr que le fait de se multiplier de façon anormale, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement malin. Non. Ça peut être bénin. Oui. Mais quand même, le chemin n'est pas très long là, entre le bénin et le malin, puis ça peut être facilement devenir malin. Puis ça dépend aussi du type de cancer qui prend forme. Il peut être plus susceptible à aller envahir ou non, puis aller causer des métastases ailleurs. Le pronostic d'une personne qui est atteinte de cancer, ben, ça dépend de quelques facteurs, soit un peu comme qu'on parlait tantôt, la taille de la tumeur, la grade, la réponse immunitaire, la réponse hormonale, puis de certains récepteurs qu'on parlait. S'il y a propagation ou envahissement des autres organes. En fonction de ces caractéristiques-là, le médecin, ben, il fait le plan de traitement approprié pour la personne qui est atteinte de cancer du sein. Il y a de la radiothérapie, de l'hormonothérapie et de la chimiothérapie, ainsi que la chirurgie. On appelle la mastectomie partielle ou totale. Puis de plus en plus, on commence à voir des personnes qui codent certains récepteurs, certains anticorps. Non. Ben, par prévention, ils vont aller faire des mastectomies totales pour être sûr de ne pas attraper, c'est pas comme un virus, mais développer, oui, merci, le cancer. Donc, c'est quelque chose qu'on entend parler de plus en plus là, pour... le facteur tumoral. Oui, c'est ça. Quand il y a un facteur tumoral qui devient positif, là, soit parce qu'on a eu un cancer
par le passé ou qu'on est prédisposé à avoir un cancer plutôt des ovaires, ben, souvent, c'est pas un mythe de penser que quand tu as quelque chose qui atteint plus l'organe de reproduction, ben, tu as tout le package deal qui vient. Tu es plus à risque pour le package deal. C'est-à-dire que si tu as eu un cancer des ovaires ou que tu as eu des facteurs tumoraux qui sont sortis positifs puis que tu es obligé de te faire, mettons, brûler des cellules qui pouvaient être potentiellement malignes, ben, tu es plus à risque au niveau du cancer du sein. Fait qu'ils font des mastectomies, comme tu disais, là, des mastectomies vraiment en prophylaxie de développer un cancer du sein. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. On a vu les vedettes, là récemment, on a elle qui fait Salut Bonjour, là, Isabelle quelque chose, là, qui vient de... Rasco? Oui, Rasco, qui vient de se faire une mastectomie totale. On a vu Angelina Jolie. Oui, c'est ça, oui. Ouais, qu'elle avait des facteurs tumoraux au niveau des ovaires, fait qu'elle s'est fait enlever tout l'appareil reproductif. C'est quand même un sujet pas provocateur, je te dirais, mais plus... il y a place à argumentation. Il y a place à c'est tabou un peu, je pense. Peut-être que les gens disent, ah ben là, c'est un peu trop... l'image que les gens ont d'eux-mêmes, que, tu sais, veux pas, on accorde beaucoup trop d'importance à ce que la société peut penser de nous, à ce que les autres peuvent penser de nous. Fait que le fait d'avoir une atteinte comme ça, aussi personnelle de notre image, c'est pas comme un grain de beauté qu'on se fait enlever dans le visage, puis là, c'est vraiment tes seins, ce qui représente, en guillemets, la féminité. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui a pensé si bien, tu sais. C'est pour ça que ça laisse place à l'argumentation. Ça peut paraître sévère comme intervention, mais si c'est le désir et le choix de la personne, je pense que pour prévenir ça, je pense que ça, puis passer par les étapes de chimiothérapie, de chirurgie, de récidive, les risques. C'est un pensée si bien. Chacun là, a son cheminement à faire là-dessus, mais comme on disait, l'image corporelle en est beaucoup atteinte, d'où l'importance d'axer nos interventions avec une clientèle atteinte du cancer du sein ou du cancer en général, vraiment sur le tender loving care. Puis ça, je le répéterai jamais, jamais, jamais assez. Mais en tout temps, il faut traiter le patient comme si c'était un de nos proches ou comme on voudrait que nos proches soient traités. Mais quand ça vient toucher l'affectif de la personne, c'est pas... c'est une partie d'elle-même qu'elle se fait remettre en question. Est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'elle va survivre à ses traitements de chimiothérapie? Est-ce qu'elle va perdre ses cheveux? Est-ce que... Il y a beaucoup de conséquences puis d'effets secondaires à la chimiothérapie, à la radiothérapie, à la mastectomie aussi. Ça, c'est plus au niveau psychologique, mais quand même, il ne faut pas négliger ces aspects-là. Puis il faut essayer de trouver des moyens aussi de... Tu sais, il y en a, là, quand ils se font une mastectomie, ils se font faire des tatous. Oui, ça, c'est... Ça, c'est une super belle idée. C'est des choses, je pense, que... pas nécessairement promouvoir, parler de tatou à l'hôpital, mais tu sais, c'est quand même des idées assez ingénieuses, je trouve, de rendre l'opération, le retrait des seins de façon, positive et de rajouter quelque chose d'autre pour amener une beauté, si je peux dire, au manque qu'il y a au niveau de la poitrine là, de la femme. Là. Oui. Donc, on a mis une liste de questions, en fait, que pas que tu es obligé de poser back-to-back à quelqu'un dans les interventions face à quelqu'un qui a le cancer du sein, mais je veux que, en tout cas, notre point de vue à nous, c'est que tu as une idée générale de toutes les réponses de ces questions-là. Tu sais, que tu saches c'est quoi le minding de ton patient. Y est-tu sur le bord de la dépression ou il vit bien avec ça? Y a-tu un réseau? Y a-tu besoin d'une consulte en TS? Y a-tu besoin de soins spirituels, un bénévole? Puis, tu sais, moi, souvent, je l'apporte avec l'humour. Tu sais, j'arrive dans la pièce, puis on demande tout le temps à notre patient, hey, pas hey, là, mais tu sais, mettons, bonjour, monsieur, madame une telle, comment ça va? Puis, du tac au tac, ah, ça va bien. Mais moi, je réponds souvent à l'humour, oui, physiquement, je le sais que ça va bien, mais dans votre tête, là, ou ici, au niveau du coco, là, comment ça va? Tu sais, le ton de voix, comment ça va? Puis tu démontres une attitude ouverte, puis tu fais pas ça pendant qu'il y a 3-4 personnes dans la chambre, puis que c'est le branle-bas de combat pour les signes vitaux, mais quand tu as 2 minutes, prends-les le temps. Ouais, puis vois vraiment,
Parce que souvent, ça turbidit. Ouais. C'est souvent, tu sais, les gens sont dans un milieu qu'ils connaissent pas, ils viennent se faire annoncer un diagnostic qui est potentiellement met leur vie en danger. Il y a une grosse remise en question qui se fait à ce niveau-là. Fait que prends le temps pour ces patients-là. C'est pas un in and out que ton patient va faire, c'est ton patient, il va rester là, puis il va avoir des grosses décisions à prendre. Il faut que tu fasses un lien de confiance avec lui, avec elle. Puis, Puis, tu sais, c'est facile de dire allô, comment ça va? Mais écouter. oui. Tu sais, faut prendre le temps d'écouter. Je dirais pas encore assez. Écouter. Puis pas juste écouter la réponse, je veux dire verbale, auditive, verbale, mais regarder le non-verbal. Des fois, là, il y a un moment de silence qui veut tout dire. Oui. Tu sais, on demande comment ça va, on se regarde, puis on le sent, l'espèce de tension, de mal-être ou de tristesse. Puis ça se peut que la personne ne veuille pas en parler, c'est correct, mais de lui offrir notre disposition, de lui dire, écoutez, si jamais, mettons, là, on n'a pas le temps, écoutez, là, j'ai pas le temps, mais je vais revenir pour on prend du temps pour en parler, si ça vous dit, ou si vous voulez en parler, gênez-vous pas, je suis là. Des fois, juste ça, là, ça fait la différence. Puis c'est correct de ne pas être à l'aise aussi. Tu sais, si jamais tu es une nouvelle infirmière ou que toi, tu as travaillé dans un domaine qui est la relation d'aide, c'est pas ton dada, mettons, là. Puis que tu le sais qu'il faut que tu le demandes comment ça va, puis que tu ailles chercher la réponse, puis mais que tu n'es pas prête à recevoir la charge émotionnelle, puis que tu sens que ton patient il a besoin de se confier, va voir quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un dans ton département qui va être à l'aise de créer ce lien de confiance-là avec son patient. Puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne infirmière ou un bon infirmier. Tu as des forces puis tu as des faiblesses, comme n'importe qui. Puis ta force là-dedans, ça va être de dire mon patient a un besoin. Fine, je ne suis pas capable de répondre à ce besoin-là, moi. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je vais aller chercher la petite coude dans le coin là, qui est super bonne pour les relations d'aide, puis que je sais que les patients l'aiment, puis je sais que les patients, ils aiment ça, y parler, ben je vais aller la chercher. Elle, c'est sa force. Elle va venir te chercher à un autre moment donné parce que toi, ta force, c'est les stomies. Puis, on est une équipe. Fait que utilise les ressources-là parce que dans le fond, tu es là pour ton patient. Tu n'es pas là pour te prouver toi ou pour démontrer que tu es le meilleur. Tu es là pour ton patient uniquement. Fait que je pense que ça fait le tour. Oui. C'est un sujet qui est quand même lourd, mais on trouvait important d'en parler. Puis de faire un petit refresh sur le pourquoi tu es là, pourquoi tu es infirmière, pourquoi que infirmière ou infirmier, là, puis que oui, tu fais un 4 à minuit ou 8 à 4, peu importe, mais que ton chiffre, tu le dédies à tes patients. Tu n'es pas là pour faire du social, tu n'es pas là pour faire X, Y affaires d'autres, tu es là pour répondre aux besoins de ton patient, fait que tu dois savoir c'est quoi son besoin. Fait que je crois que ça a fait un bon refresh, moi. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a secoué un peu, puis je pense que prendre le temps de prendre le temps. Oui, puis c'est plate parce que plus que ça va, moins qu'on a le temps, mais je pense qu'il y a possibilité dans des petits moments, dans un 2 minutes, de juste démontrer qu'on est là. Exact. Des fois, les patients vont te dire, je sais que tu n'as pas le temps, mais merci d'avoir pris ton 3 secondes d'écart pour me... Puis à la place d'être assis puis d'aller parler avec tes collègues, tu vas parler avec tes patients, t'sais. Je sais qu'il faut avoir du temps pour nous aussi, là, mais il faut décanter de tout ça, mais tu utilises ta pause pour faire ça. C'est ça, exactement. Donc, ça peut tout faire la différence. Puis, tu sais, là, on parle du cancer du sein, mais ça s'applique pour n'importe qui, n'importe quelle clientèle. C'est juste... Le patient se fait chopper une jambe, il perd un membre, il y a un deuil à faire, ça s'applique. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Jusque là, c'est sûr que, comme quand on avait parlé des soins palliatifs, comme on avait parlé comme du cancer du sein, il y a un volet, oui, physique, mais je pense que le volet psychologique, le volet entraide est un peu plus grand que d'autres pathologies, je pense, là, dans nos interventions. Exact. Puis comme ça va aller, plus ça va aller dans le temps, plus qu'on va en avoir des gens qui vont être atteints de cancer. C'est plate, là, mais avec tout notre environnement, puis n'importe quoi est cancérigène, c'est
c'est aberrant. Fait que je pense que ça va être une clientèle qu'on va rencontrer de plus en plus souvent. Je dis pas que ça va être des cancers incurables, là. Tu sais, souvent, on a des antécédents de cancer, puis le patient, il va bien, là. Puis il n'y a pas eu de récidive, puis il s'en est bien sorti. Mais je pense que c'est un minding à avoir pour les prochaines années parce qu'on va en avoir des vertes et des pas mûres. Je pense que oui. Donc, sur ce sujet un peu plus lourd, mais ô combien intéressant et qu'on adore partager avec vous, on vous dit à une prochaine. Oui. Notre semaine thématique de la prochaine, on peut l'annoncer tout de suite? Ben oui, on peut l'annoncer. On va parler des moyens de contraception et on va peut-être préciser un peu plus au niveau de la pilule contraceptive avec tout un débat qu'il y a autour de ça. Ça fait jaser ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, là, mais il y a une bonne corrélation. Ouais, il y a une petite corrélation entre les embolies pulmonaires, les AVC et la pilule anticonceptionnelle. Donc, on va essayer de démystifier ça avec vous. L'estrogène, la progestérone qu'on vient de parler. Oui. Il y a des liens qui se font. Oui. Fait que n'hésite pas à aller voir notre blog si tu as besoin d'en savoir plus. Tout est détaillé à ce niveau-là dans le blog. N'hésite pas à poser des questions sur ce. Bye bye! Bye!